En grandissant, moi, Eleanor, 32 ans, je me suis toujours sentie comme un personnage secondaire dans la saga épique de mon frère, Michael, 30 ans, l'enfant chéri incontesté. Son chemin était pavé de l'adoration parentale et d'un soutien financier sans fin. Son diplôme de premier cycle coûteux et ses somptueux voyages sabbatiques ont été financés sans la moindre hésitation, célébrés comme des investissements dans son brillant avenir. Pendant ce temps, mes propres passions intellectuelles, comme la préservation historique et la recherche spécialisée, se heurtèrent à une indifférence polie, mes succès discrets dans un domaine de niche étant largement ignorés. La disparité était symbolisée de manière frappante par les héritages familiaux, les bijoux anciens de ma grand-mère et la collection de timbres rares de mon arrière-grand-père, des objets imprégnés d'héritage et d'affection, constamment présentés à Michael comme son futur héritage, mais toujours gardés juste hors de ma portée, incarnant un favoritisme qui allait bien au-delà de simples possessions. J'avais cultivé une vie de réussite indépendante, mais aux yeux de nos parents, il semblait que je restais perpétuellement secondaire, ma valeur invisible. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. L'annonce de l'acceptation de Michael en MBA dans une école de commerce de premier plan n'était pas seulement une nouvelle. C'était un événement familial somptueux, avec un dîner de célébration dans leur restaurant haut de gamme préféré, des toasts exubérants et des parents rayonnant d'une fierté profonde, presque sacrée, qui ne semblait jamais tout à fait s'étendre jusqu'à moi. Le coût, une somme stupéfiante de 120 000 dollars rien que pour les frais de scolarité, n'a pas été discuté avec inquiétude, mais avec une joie triomphante, présenté comme un investissement judicieux et non négociable dans l'avenir sans équivoque brillant de Michael et, par extension, dans l'héritage durable de la famille. Mon père, avec une satisfaction retentissante, parlait de sécuriser la place de Michael à l'avant-garde de son secteur, tandis que ma mère planifiait méticuleusement l'esthétique de son nouvel appartement près du campus, discutant des meubles et des améliorations de sa garde-robe professionnelle avec une intensité habituellement réservée aux visites d'État. Cette dépense financière désinvolte et sans réserve contrastait de manière frappante, presque brutale, avec mon propre parcours, un chemin semé d'embûches autofinancées et de sacrifices silencieux pour une carrière qu'il jugeait de niche et, en fin de compte, moins importante. J'avais navigué dans le monde labyrinthique, des prêts étudiants pour mon diplôme d'histoire de l'art, un domaine que je poursuivais avec passion malgré son manque perçu de prestige en entreprise, et j'avais minutieusement démarré mon entreprise de conseil historique en freelance grâce à de maigres économies et à des demandes de subventions compétitives, souvent épuisantes, tout cela pendant qu'il me prêchait les vertus de l'autonomie, un sermon jamais délivré à Michael. Cette disparité omniprésente a solidifié le ressentiment silencieux qui couvait en moi depuis des années, le transformant en une brûlure lente et persistante. Je me souviens vivement d'une conversation, 2 ans auparavant, lorsque ma vieille Honda Civic malade, ma bouée de sauvetage vers des sites archéologiques reculés, avait finalement succombé à une panne de transmission catastrophique, exigeant une réparation urgente et substantielle de 1800 dollars. Prudemment, avec une humilité née d'une attente enracinée, j'avais approché mes parents, non pas pour une aumône, mais pour un prêt temporaire sans intérêt, expliquant le rôle essentiel que la voiture jouait dans ma mobilité professionnelle. La réponse de mon père avait été un rejet doux mais ferme. Eleanor, nous avons toujours admiré ton indépendance. Nous sommes convaincus que tu trouveras une solution, peut-être explorer les transports en commun ou le covoiturage pendant un certain temps. Ma mère avait rapidement ajouté: les défis forgent le caractère, ma chérie. Tu es si pleine de ressources, tu surmonteras cela. Pourtant, pour Michael, le chemin vers la construction du caractère semblait entièrement dépourvu de difficultés financières, pavé au contraire d'investissements à 6 chiffres et d'une carte blanche parentale.
Leur justification pour son MBA était toujours articulée avec de grandes déclarations sur le fait de assurer l'avenir, de créer un réseau d'opportunités sans pareil et de élever le statut de la famille, tandis que leur explication pour mon manque de soutien équivalent était enracinée dans un récit visant à favoriser mon autonomie unique. Ce manque d'investissement équivalent profondément ressenti, la réalité crue de la différence de valeur qu'on nous accordait, a créé un gouffre de plus en plus large dans ma perception de notre dynamique familiale, révélant une trahison profonde et douloureuse qui allait bien au-delà de l'argent. Pendant que Michael était occupé à obtenir ses diplômes universitaires avec le généreux soutien financier de mes parents, moi, Eleanor, je me forgeais discrètement une carrière bâtie sur une recherche méticuleuse, un dévouement inébranlable et une véritable passion pour le passé. Mon expertise en préservation historique, particulièrement dans la reconstruction architecturale du 19e siècle, avait nécessité des années de travail assidu, d'innombrables heures passées à éplucher des plans poussiéreux et des documents d'archives fragiles, ainsi qu'une expérience pratique dans des environnements difficiles. Cette année-là, mes efforts avaient abouti à l'obtention du rôle de consultante principale pour la restauration du manoir historique de Hawthorne, dans le nord de l'État de New York, un vaste domaine délabré de l'âge d'or destiné à être transformé en musée public. C'était un projet déterminant pour ma carrière, impliquant une analyse structurelle complexe, une compréhension approfondie des matériaux d'époque et la coordination avec une équipe d'artisans spécialisés, un témoignage de ma compétence, de ma réputation dans le domaine et des années que j'avais investies à maîtriser mon métier. La subvention qui finançait une partie importante de la restauration, une subvention fédérale très compétitive, portait mon nom en tant que chercheuse principale, une distinction qui me remplissait d'une fierté discrète et méritée. Lorsque j'ai partagé cette nouvelle avec hésitation avec mes parents lors d'un appel dominical, espérant une lueur de l'enthousiasme qu'ils réservaient à Michael, la réponse a été, comme on pouvait s'y attendre, démoralisante. Oh, ça a l'air difficile, ma chérie, a offert ma mère, son ton manquant de toute chaleur réelle. Mon père, toujours pratique, a simplement demandé: Est-ce que ça va bien payer, Eleanor? Tu sais que Michael vient de décrocher un entretien avec cette prestigieuse banque d'affaires, une sacrée opportunité. La conversation, comme toujours, a brusquement pivoté vers la dernière entreprise, plus conventionnelle sur le plan financier, de Michael. Il n'y avait aucune curiosité sincère pour les subtilités architecturales du manoir de Hawthorne, aucune reconnaissance du dévouement pur nécessaire pour obtenir un rôle aussi important, juste un rejet rapide, presque imperceptible. Heureusement, j'avais Sarah, ma meilleure amie depuis l'université, une autre universitaire dans une discipline différente, qui comprenait les joies et les frustrations uniques de notre monde. Sarah était mon ancre émotionnelle indéfectible, un témoin perspicace de la cruauté désinvolte de l'indifférence de mes parents. C'est incroyable, elle, m'avait-elle dit lors d'un appel vidéo, son visage rayonnant d'une excitation sincère, après que je lui ai montré des photos granuleuses du conservatoire en ruine du manoir. C'est exactement ce pourquoi tu as travaillé. Ils ne comprennent tout simplement pas, n'est-ce pas? Mais ça ne le rend pas moins magnifique pour autant. Sa validation, sa croyance inébranlable en ma valeur et mes réalisations, agissait souvent comme un baume contre la piqûre de l'oubli persistant de mes parents, me rappelant que mon succès, même s'il leur était invisible, était indéniablement réel et profondément significatif. Au milieu de l'emploi du temps exigeant du projet du manoir de Hawthorne, une nouvelle présence importune a commencé à s'imposer dans ma vie, une douleur persistante et lancinante au genou droit, une douleur insistante qui a commencé comme un désagrément mineur et s'est progressivement transformée en une pulsation débilitante. C'était subtil au début, une raideur après de longues heures passées debout à inspecter des plans ou à grimper sur des échafaudages temporaires,
facilement rejetée comme faisant partie du travail. Mais au fil des semaines et des mois, la douleur s'est aiguisée, évoluant en un compagnon constant qui me volait mon sommeil, rendait les tâches simples ardues et commençait à compromettre ma mobilité sur le site. Caractéristiquement indépendante et avec une réticence profondément enracinée à être un fardeau pour quiconque, surtout mes parents, j'ai tenté de gérer la situation moi-même, expérimentant avec des poches de glace, des analgésiques en vente libre et des étirements futiles, tout en maintenant une façade stoïque. La notion d'admettre une vulnérabilité, particulièrement physique, me semblait étrangère après des années à prouver mon autonomie. Cependant, la progression implacable de la douleur m'a finalement forcé la main, me conduisant à une série de rendez-vous médicaux. Les premières visites ont donné des diagnostics préliminaires vagues, tendinite, inflammation chronique, et une pile croissante de factures médicales pour des consultations, des radiographies et des renvois chez des spécialistes qui érodaient mes économies soigneusement gérées. Cette condition, bien que heureusement pas immédiatement mortelle, était indéniablement invalidante. Elle entravait ma capacité à accomplir des aspects cruciaux de mon travail, de la traversée de terrains accidentés au manoir, à la simple concentration sur des dessins complexes, sans une douleur sourde et constante qui tiraillait ma concentration. La pression financière de ces explorations médicales croissantes s'est ajoutée à mes responsabilités existantes, tissant un nouveau fil d'anxiété dans la tapisserie déjà complexe de ma vie. L'idée, fugace et importune, de contacter mes parents pour obtenir de l'aide a fait surface dans des moments d'épuisement et de désespoir. Pourtant, à chaque fois, le souvenir de leur réponse dédaigneuse à des besoins passés, bien moins critiques, la réparation de la voiture, la modeste demande pour un billet d'avion, se solidifiait en une barrière redoutable. Le schéma profondément enraciné de leur soutien conditionnel, toujours disponible pour les grandes ambitions de Michael mais manifestement absent pour mes luttes pratiques, me laissait avec une profonde hésitation. Le coût émotionnel d'un autre refus poli, un autre rappel de mon statut inférieur, semblait presque aussi intimidant que la douleur physique elle-même. La lueur stérile du cabinet du chirurgien orthopédiste offrait peu de réconfort alors qu'il livrait le diagnostic définitif, une déchirure du ménisque et des dommages importants au cartilage de mon genou droit, nécessitant une chirurgie arthroscopique spécifique et non optionnelle. Il a exposé le pronostic d'un ton neutre, une détérioration continue, une douleur croissante et, à terme, de graves problèmes de mobilité si la situation n'était pas traitée. Le coût estimé de l'intervention, même après ma couverture d'assurance, admittedly décente, était un montant brutal et intimidant de 9 000 $. Ce n'était pas une somme exorbitante dans le grand schéma des dépenses médicales, certainement pas dans la même catégorie que les frais de scolarité du MBA de Michael, mais pour moi, c'était un chiffre substantiel, presque écrasant, qui anéantirait mon fonds d'urgence et créerait un trou béant dans mon budget méticuleux. L'impact émotionnel du diagnostic m'a frappé avec la force d'un coup physique. Une vague de peur glaciale m'a submergée alors que la réalité de la vulnérabilité de mon corps s'installait, rapidement suivie par un profond sentiment d'épuisement. Je me sentais physiquement et émotionnellement vidée, la douleur incessante étant maintenant aggravée par la pression financière redoutable. Ce n'était pas un luxe, une intervention esthétique de confort ou une indulgence frivole. C'était crucial pour ma qualité de vie, pour ma capacité même à continuer le travail que j'aimais, le travail qui définissait tant de mon identité indépendante. Sans l'opération, ma carrière au manoir de Hawthorne, et en fait, tout futur projet de préservation pratique, deviendrait intenable. Mon monde méticuleusement construit, bâti sur l'autonomie et une compétence discrète, m'a soudainement semblé terriblement fragile, au bord de l'effondrement. À cet instant, le poids des 9 000 $ m'a semblé plus lourd que n'importe quelle poutre architecturale
que j'avais jamais aidé à restaurer. C'était un point de rupture, une prise de conscience brutale que malgré mon indépendance farouche, je ne pouvais tout simplement pas naviguer seule à travers cela. Avec une profonde et désagréable ravalée de fierté, je savais, avec une certitude qui me faisait à la fois honte et m'obligeait à agir, que je devais demander de l'aide à mes parents. La pensée elle-même était un témoignage amer de mon désespoir, une reconnaissance douloureuse que le risque émotionnel de leur refus était maintenant secondaire par rapport aux besoins impérieux de guérison physique. Ma main tremblait, un tremblement traître contre le plastique froid de mon téléphone, alors que je composais leur numéro familier, les impulsions rythmiques étant un prélude à une conversation que je redoutais plus profondément que l'opération imminente elle-même. J'avais méticuleusement répété ma supplique, élaborant chaque phrase avec une précision délibérée, anticipant leur scepticisme probable, déterminé à présenter ma situation médicale avec une logique irréfutable et un vernis de calme inébranlable. Salut maman, papa, commençai-je, ma voix, malgré mes efforts, portant un léger tremblement indéniable de l'anxiété qui bouillonnait en moi. J'ai enfin un diagnostic définitif pour ma douleur au genou. C'est une déchirure du ménisque et des dommages au cartilage, nécessitant une chirurgie arthroscopique. Ce n'est pas optionnel, c'est crucial pour ma mobilité à long terme, et franchement, pour que je puisse continuer à travailler efficacement sur des projets comme le manoir de Hawthorne. J'ai soigneusement articulé la nécessité médicale, détaillant l'escalade incessante de la douleur, son impact débilitant sur ma vie quotidienne, exposant les recommandations du chirurgien et la rééducation ardue à venir, puis, prenant une grande inspiration, j'ai énoncé le chiffre exact. 9 000 $ après la contribution de mon assurance. J'espérais vraiment que peut-être vous pourriez m'aider avec ça. Le silence qui s'ensuivit s'étira, fin et chargé d'attentes tacites, avant que le soupir familier de ma mère, un son chargé d'une vie de jugement subtil, ne perce la ligne. 9 000, Eleanor? Es-tu absolument certaine que ce n'est pas quelque chose que la kinésithérapie pourrait régler? Ou peut-être un deuxième avis? Tu sais à quelle vitesse les médecins sautent sur les solutions les plus chères. Top. Mon père intervint alors, son ton empreint d'un scepticisme dédaigneux qui m'a tordu les entrailles. Cela semble plutôt cher pour un genou, surtout que nous venons de couvrir les frais de dossier pour la nouvelle résidence de Michael. Ça s'additionne, tu sais. Et les frais de scolarité de son semestre de MBA sont à nouveau dus le mois prochain. Une autre dépense importante. Mais Michael. Toujours Michael. Ces dépenses un bouclier commode. Une nouvelle vague de panique glaciale m'a submergée. Ce n'est pas optionnel, ai-je répété, ma voix plus tendue maintenant, teintée d'un désespoir grandissant. Les dégâts sont déjà importants, papa. La kinésithérapie seule ne réparera pas une déchirure comme celle-ci. Et ça affecte ma capacité à marcher, à travailler. Je ne peux pas remettre ça à plus tard. Ma mère est intervenue, un vernis d'inquiétude dissimulant à peine son jugement. Bien sûr, nous nous inquiétons pour ta santé, ma chérie, mais tu es si douée avec l'argent, si indépendante. Nous disons toujours à nos amis à quel point tu es autonome. Tu as sûrement un fonds d'urgence pour quelque chose comme ça? L'hypocrisie de ces paroles m'a piqué. Un rappel cinglant de leur soutien financier inébranlable pour les ambitions de Michael, un contraste frappant avec leur attente de mon autonomie perpétuelle. Mon fonds d'urgence sera complètement épuisé, et plus encore, après cela, ai-je admis, les derniers vestiges de mon calme pratiqué se dissolvant. Et honnêtement, l'idée de repartir de zéro après la convalescence, avec ce niveau de dette, est terrifiante. J'ai juste pensé, étant donné le MBA de Michael, que peut-être, pour quelque chose de médicalement nécessaire, vous pourriez aider. La supplique était lancée, brute et vulnérable. Il y eut une autre pause, plus froide cette fois, avant que mon père ne porte le coup final et écrasant. Eleanor,
Nous avons déjà engagé une somme substantielle pour l'éducation de Michael, un investissement dans son avenir à long terme. Nous n'avons tout simplement pas 9 000 $ de plus qui traînent. Tu devras trouver une solution, comme tu le fais toujours. Ma mère a ajouté, presque après coup, peut-être un plan de paiement, ma chérie, ou un prêt personnel. La conversation s'est terminée peu après. Leurs mots un refus clair et inflexible. J'ai raccroché le téléphone, le combiné lourd dans ma main, le silence dans mon appartement n'étant plus seulement calme, mais profond et totalement désolé. Ma poitrine me faisait mal d'une douleur qui éclipsait celle de mon genou, un vide profond et écœurant. Il n'avait pas seulement refusé l'argent, il m'avait refusé, moi, me laissant le cœur brisé et complètement seul dans mon moment de besoin désespéré. L'avenir de l'enfant chéri valait 120 000 $. Ma santé, ma capacité à marcher et à travailler ne valaient pas 9 000 $. Le message était d'une clarté dévastatrice. Le caractère définitif et écrasant des paroles de mon père laissa un vide dans son sillage, un silence si profond qu'il semblait aspirer tout l'air de mon appartement. Pendant un long moment après la fin de l'appel, je suis restée assise, immobile, le téléphone toujours serré dans ma main, un poids froid et mort. Le choc initial a cédé la place à une vague de désolation si immense qu'elle semblait physique, une douleur creuse dans ma poitrine qui reflétait la douleur lancinante de mon genou. C'était la solitude familière et profonde d'une enfant qui, une fois de plus, a été laissée sur le quai après le départ du train. Mais ensuite, mijotant sous la surface de ce chagrin froid, quelque chose d'autre a commencé à s'agiter, une lente et chaude montée de colère, pure et clarifiante. Ce n'était pas la colère volatile et fugace d'un caprice, mais une fureur profonde, tectonique, qui brûlait les larmes avant qu'elles ne puissent se former. Il ne s'agissait pas seulement des 9 000 $. Il s'agissait du calcul froid et dur de l'amour de mes parents, une équation brutale qui criait « L'ambition de Michael vaut 120 000 $, tandis que ta santé, ta capacité même à fonctionner, vaut moins d'un dixième de cela. » L'injustice de la chose, l'iniquité pure et stupéfiante de leur évaluation, fut une révélation, elle a dépouillé les derniers vestiges de mon espoir que leur négligence était un oubli, la révélant plutôt comme une politique consciente et de longue date. Mon esprit, aiguisé par cette colère nouvelle et juste, a commencé à passer au crible les années de rejet désinvolte, et une image a fait surface avec une clarté cristalline. Les héritages familiaux. Le collier d'améthyste et de perles de ma grand-mère, un chef-d'œuvre délicat en filigrane, et la collection de timbres rares de mon arrière-grand-père, conservés dans des albums à la reliure de cuir sentant le renfermer. Ce n'étaient pas seulement des objets, c'étaient de puissants symboles d'un héritage que je n'étais jamais censé recevoir, un lien familial qui avait toujours été brandi juste hors de ma portée, toujours présenté avec la compréhension implicite qu'ils étaient le droit de naissance de Michael. Je me souviens d'un Noël particulier, il y a des années, où mon père avait sorti les albums de timbres, sa voix basse de révérence alors qu'il expliquait leur valeur croissante à un Michael adolescent et ennuyé. Cette collection, avait-il dit, sa main posée sur l'épaule de Michael, est un atout important, un véritable investissement. Ma mère avait fait de même avec le collier, le tenant à la lumière, non pas pour que je l'admire, mais pour instruire Michael sur sa provenance et sa valeur. C'étaient des actifs, des investissements, pas des souvenirs sentimentaux, mais une autre forme de capital à conférer à l'enfant chéri. À cet instant de clarté brûlante, une résolution silencieuse et inflexible a commencé à se former. Un dessein froid et délibéré se solidifiant dans le creuset de ma douleur. Si ma valeur devait être mesurée en dollars, et si leur amour était une marchandise à investir, alors j'allais simplement recouvrer une dette qu'ils avaient accumulée sans le savoir
au cours d'une vie de négligence. Je me suis dirigée vers mon ordinateur portable, mes mouvements raides mais déterminés. La douleur dans mon genou était une pulsation sourde, un rappel physique des enjeux. J'ai commencé à faire des recherches, mes doigts volant sur le clavier, tapant des requêtes précises et professionnelles. Valeur de bijoux en filigrane d'améthyste du début du 20e siècle. Service d'expertise pour collection de timbres internationaux d'avant-guerre. Alors que les résultats de recherche peuplaient l'écran, révélant des chiffres qui dépassaient de loin mon besoin immédiat, le chemin à suivre, autrefois enveloppé dans un brouillard de blessures et de désespoir, est devenu brutal et inévitable. C'était une décision difficile, non pas parce qu'elle semblait mauvaise, mais parce qu'elle semblait si irrévocablement finale. C'était un acte de rupture, une chirurgie autofinancée non seulement de mon genou, mais aussi du membre malade et toxique de ma famille. Ma vie professionnelle m'avait formée à l'art de la recherche méticuleuse et discrète, une compétence que je tournais maintenant vers un objectif profondément personnel et clandestin. Je ne pouvais pas simplement entrer chez un bijoutier local avec des photographies. Le risque de découverte d'un lien dans la petite ville menant à mes parents était trop grand. Au lieu de cela, j'ai passé des heures en ligne à vérifier des experts en bijoux anciens haut de gamme dans des villes à des centaines de kilomètres, pour finalement choisir une firme réputée à Chicago, connue pour son expertise des pièces de l'époque édouardienne. J'avais quelques photos claires et en haute résolution d'une fête d'anniversaire de famille des années auparavant, où ma mère avait porté le collier d'améthyste. Je pouvais le visualiser parfaitement, une cascade de pierres violet foncé nichée dans une toile de filigrane d'or délicat, et j'ai complété les images avec une description écrite détaillée de mémoire. La taille spécifique des pierres, le fermoir unique, la faible inscription que j'avais autrefois aperçue au dos. Ma demande était masquée par une fiction plausible. Une femme cherchant à évaluer une pièce héritée d'un parent éloigné, l'envisageant à des fins d'assurance. La collection de timbres présentait un plus grand défi. Sans accès direct, je devais me fier aux échos des déclarations vantardes de mon père à Michael. Je me souvenais de lui montrant des timbres spécifiques avec révérence. Un bloc particulier de timbres de poste aérienne des premiers Zeppelins allemands, une rare émission coloniale britannique mal imprimée. En utilisant ces fragments, j'ai reconstitué un profil des pièces maîtresses potentielles de la collection et j'ai contacté une société philatélique distinguée basée à Philadelphie, me faisant passer pour une vendeuse potentielle qui avait reçu un héritage similaire et essayait d'en évaluer la valeur avant de s'engager dans une expertise formelle. Les réponses, arrivant dans l'intimité stérile de ma boîte de réception, furent stupéfiantes. Le bijoutier de Chicago a fourni une expertise préliminaire en ligne pour le collier, estimant sa valeur entre 15 000 et 20 000 dollars, sous réserve d'une inspection en personne. Le philatéliste, basé sur ma description des pièces clés, fut encore plus surprenant. Il a déclaré que si la collection était telle que je la décrivais, sa valeur serait largement dans les 6 chiffres. Les chiffres scintillaient sur mon écran, une valeur combinée si vaste, si bien au-delà de mon besoin désespéré de 9 000 dollars, que cela m'a fait l'effet d'un coup physique. L'information a atterri avec la force d'un verdict final et irréfutable, et à cet instant, toute la résolution dont j'avais encore besoin s'est solidifiée en une certitude inébranlable. Ces objets, ces symboles d'un héritage familial inaccessible, d'un amour et d'une valeur qui m'étaient perpétuellement refusés, ont subi une profonde transformation. Ils ont cessé d'être des héritages représentant un lien familial pour devenir ce que mes parents les avaient toujours secrètement considérés, des actifs, un fonds en fiducie, une police d'assurance maladie, une vaste réserve de valeur dont ils m'avaient jugé indigne de la moindre fraction, même pour ma propre santé et ma survie. Un frisson de culpabilité, fantôme du conditionnement de mon ancien moi, a murmuré le mot « vol ».
Mais le souvenir du soupir dédaigneux de ma mère et du calcul froid et financier de mon père était un feu vertueux qui l'a incinéré sur le champ. Ma colère, maintenant affûtée en une pointe acérée et précise, et mon désespoir brut pour une vie sans douleur débilitante ont complètement éclipsé tout vestige de culpabilité. Ce n'était plus un dilemme éthique, c'était une solution pratique. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de réclamation. C'était un simple retrait clinique pour couvrir une dépense non négociable sur un compte qui aurait dû m'être accessible depuis le début. La colère ne s'est pas refroidie, elle s'est figée en une résolution froide et dure, un diamant de détermination forgé sous une pression immense. Mon esprit, fonctionnant désormais avec la précision détachée d'un archiviste historique cataloguant des artefacts, est passé des retombées émotionnelles du refus à la logistique pratique de la réclamation. Je savais exactement où les héritages étaient conservés, non pas dans une banque, mais dans un lourd coffre-fort ignifuge dissimulé derrière une fausse bibliothèque dans le bureau de mon père. Une pièce que je connaissais avec la familiarité intime d'une enfance passée à essayer de gagner son attention. L'accès était le premier problème à résoudre, et la solution est venue d'un souvenir, un moment de cruauté désinvolte que je n'avais pas entièrement traité à l'époque. Environ un an auparavant, lors d'une visite, j'avais entendu mon père parler à Michael dans le bureau. « N'oublie jamais ce code, fiston », avait-il dit, sa voix un murmure bas et conspirateur. C'est ton anniversaire, mois et jour, suivi de ton année de diplôme de Princeton, un hommage aux 2 plus beaux jours de ma vie. Les mots, destinés à être une affirmation aimante pour Michael, avaient été un poignard désinvolte pour moi, un rappel brutal des jalons de l'enfant jugé digne de commémoration. À l'époque, j'avais simplement absorbé la piqûre et continué ma vie. Maintenant, ce souvenir douloureux s'est transformé en un avantage stratégique, une clé forgée à partir de leur favoritisme flagrant. Le code, un nombre à 6 chiffres représentant l'entrée triomphale de Michael dans le monde et son départ célébré de l'Académie, était désormais gravé dans mon cerveau. L'étape suivante était le timing. L'occasion s'est présentée avec une commodité presque poétique une semaine plus tard, lorsque ma mère a appelé pour m'informer qu'ils se rendaient à leur multipropriété à Aspen pour un long week-end, un voyage qu'ils faisaient chaque automne. Juste pour voir les feuilles changer de couleur, ma chérie, avait-elle dit, inconsciente. Nous serons partis du jeudi matin jusqu'à tard le dimanche soir. Cela me donnait une fenêtre de 72 heures bien définie. Mon plan est donc devenu une opération méticuleuse en plusieurs étapes, animée par un sentiment profond et juste d'injustice. J'utiliserai la vieille clé de la maison que je possédais encore, celle qu'il n'avait jamais pris la peine de me redemander, supposant que je n'avais aucune raison de revenir à l'improviste. Le vendredi, à la faveur d'une journée de travail, je me rendrai chez eux, entrerai dans le bureau et ouvrirai le coffre-fort. Je ne serai pas avide. Ce n'était pas un vol à l'arraché de tout ce qui avait de la valeur. C'était une extraction clinique. Je ne prendrai que 2 objets, le collier d'améthyste de ma grand-mère et l'album spécifique relié en cuir contenant les timbres de poste aérienne des Zeppelins allemands, le composant le plus précieux et le plus facilement transportable de la collection. Mes recherches de la partie 8 avaient déjà jeté les bases de la phase finale. J'ai réservé un vol pour Chicago pour le mardi suivant, sous le prétexte d'une consultation de dernière minute pour un nouveau projet, un alibi parfaitement plausible. De là, je prendrai un train pour Philadelphie. J'avais les coordonnées de l'expert et de la société philatélique, qui avaient tous deux déjà exprimé un vif intérêt. Je réaliserai les ventes en personne, exigeant un paiement par chèque certifié ou virement bancaire direct sur un nouveau compte que j'avais ouvert à cette seule fin. Chaque étape était délibérée, chaque détail examiné, non pas avec l'énergie frénétique d'un voleur,
mais avec la concentration calme et méthodique d'un créancier recouvrant une dette attendue depuis longtemps et moralement justifiée. Ce n'était pas un acte de passion ou de vengeance. C'était une correction chirurgicale d'un déséquilibre profond et douloureux. Le clic familier de la vieille clé dans la serrure résonna de manière anormalement forte dans le silence profond du vendredi après-midi, un son qui ne faisait pas écho à la nostalgie, mais au craquement sec de la transgression. Mon cœur martelait contre mes côtes, un battement de tambour frénétique contre le bourdonnement silencieux du réfrigérateur, alors que je franchissais le seuil de la maison de mon enfance. Maintenant un territoire étranger que j'envahissais avec une intention délibérée et calculée. L'air était épais de l'odeur du pot pourri de ma mère et du léger parfum persistant du tabac à pipe de mon père, une combinaison qui signifiait normalement le confort, mais qui me semblait maintenant suffocante, accusatrice. Je me déplaçais avec un calme étrange et glacial, mon adrénaline initiale se transformant en une détermination ciblée alors que je me dirigeais directement vers le bureau, le saint des saints du monde de mon père. La pièce était exactement comme je m'en souvenais, du bois sombre, des livres reliés en cuir qui étaient plus pour la décoration que pour la lecture, et un sentiment palpable d'ordre et de contrôle. J'ai contourné son imposant bureau en acajou et je suis allée directement à la bibliothèque encastrée, mes doigts trouvant la couture à peine perceptible de la section factice. Elle s'est ouverte avec un doux murmure bien huilé, révélant le coffre-fort ignifuge gris foncé et trapu. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge alors que je m'agenouillais devant, mon genou envoyant une pulsation aiguë et insistante dans ma jambe, un rappel opportun et puissant de la raison de ma présence. Mes mains, étonnamment stables, ont atteint le cadran de la combinaison. Un goût amer et métallique a rempli ma bouche alors que j'entrais la séquence, chaque chiffre étant un acte de défi distinct et séparé. L'anniversaire de Michael, un jour toujours célébré avec une pompe quasi royale, suivi de l'année de son diplôme de Princeton, un événement que mon père qualifiait encore de son moment de plus grande fierté. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Le code même destiné à sécuriser l'héritage familial pour le fils élu était maintenant la clé de ma propre survie, un outil de libération forgé à partir de leur favoritisme flagrant. Un cliquetis final, solidement satisfaisant, a résonné dans la pièce silencieuse, alors que les gorges s'alignaient et que la lourde porte se déverrouillait. L'ouvrir a révélé l'intérieur sombre, doublé de velours, une boîte au trésor de leur priorité. Mes yeux ont immédiatement trouvé les cibles. J'ai ignoré les liasses d'obligations, les titres de propriété et les autres bijoux de ma mère. Ma mission était chirurgicale. J'ai tendu la main et mes doigts se sont refermés sur le poids frais et substantiel du collier d'améthyste de ma grand-mère, les pierres me donnant l'impression de larmes gelées contre ma peau. Il était plus lourd que je ne l'avais imaginé, une pièce tangible de l'histoire que je réclamais maintenant. À côté se trouvaient les albums de timbres reliés en cuir. J'ai choisi celui que je savais contenir les émissions des Zeppelins allemands, sa couverture usée douce sous mes doigts. Ce n'était pas un vol à l'arraché frénétique. C'était une transaction, un retrait précis pour couvrir une dépense médicale non négociable et un petit matelas pour ma période de convalescence non rémunérée. J'ai senti une vague de quelque chose de puissant et de terrifiant. Pas de la joie, mais une satisfaction sombre et inattaquable. C'était le prix tangible de ma santé, la manifestation physique de la justice. J'ai soigneusement placé le collier et l'album dans mon sac en toile, j'ai fermé la lourde porte du coffre-fort, j'ai tourné le cadran et j'ai remis la fausse bibliothèque en place, ne laissant aucune trace de ma présence. En sortant du bureau et en verrouillant la porte d'entrée derrière moi, la clé tournant avec un dernier clic définitif, je savais que j'avais franchi le Rubicon. Le poids frais dans mon sac n'était pas seulement la valeur de gemmes et de vieux papiers. C'était le poids de ma propre liberté,
acheter et payer avec une monnaie de leur propre fabrication. Le voyage en train jusqu'à Chicago fut un flou de paysages assourdis et le bourdonnement bas et constant des roues sur les rails, un son qui reflétait la pensée unique et inébranlable dans mon esprit. Le sac en toile reposait sur mes genoux, son poids un rappel physique constant de l'histoire précieuse et volée qu'il contenait. Ma destination était un bijoutier discret, fonctionnant uniquement sur rendez-vous, situé dans une rue calme près du Magnificent Mile, à des années-lumière des archives poussiéreuses et des manoirs en ruine auxquels j'étais habitué. Le bureau était une étude de luxe minimaliste, de l'acier brossé, des murs gris doux et un seul bureau d'une taille intimidante. L'homme qui m'a accueilli, M. Abernathy, était aussi poli et précis que son environnement. Il n'a pas demandé d'histoire. Son intérêt se portait purement sur l'objet que j'ai soigneusement placé sur le plateau de velours noir devant lui. Il a pris le collier d'améthyste de ma grand-mère avec une pince, le filigrane d'or complexe captant la lumière. Pendant plusieurs longues minutes, le seul son fut le doux grattement de sa loupe contre le métal et la pierre. J'ai ressenti un étrange détachement, comme si je regardais une scène de film. Cet objet, qui avait été brandi comme un symbole d'amour familial inaccessible pendant toute ma vie, était maintenant évalué cliniquement pour sa valeur marchande de base. C'est un magnifique exemple de l'artisanat de l'époque édouardienne, dit-il finalement, sa voix neutre, dépourvue d'émotion. Les améthystes sont d'une très haute qualité, d'un violet de Sibérie profond. Le travail de filigrane est exquis et intact. Il a nommé un prix, 14 000 dollars. C'était plus que ce dont j'avais besoin, mais moins que l'estimation haut de gamme, une offre de marché équitable d'un professionnel qui savait qu'il avait affaire à un vendeur privé et motivé. Mon cœur n'a pas bondi de joie. Il s'est installé avec une finalité sombre et lourde. J'accepte, dis-je, ma voix aussi stable que la sienne. La transaction fut rapide et impersonnelle. Il m'a guidée à travers les formalités administratives et j'ai regardé alors qu'il initiait un virement bancaire vers le nouveau compte, intraçable que j'avais ouvert la semaine précédente. Sur mon téléphone, j'ai vu la notification apparaître presque instantanément. Un dépôt de 14 000 dollars. Le nombre brillait sur l'écran, un symbole tangible et numérique de mon indépendance, un témoignage brutal de ce que j'avais été forcé de faire pour subvenir à mes besoins. Il n'y avait pas d'euphorie, seulement un sentiment profond et creux de satisfaction sinistre. Je l'avais fait. J'avais obtenu les fonds que mes propres parents m'avaient refusés, mais la victoire était entachée par la douleur amère et persistante de ce qui m'avait conduite dans ce bureau stérile et anonyme. Cet argent n'était pas une manne. C'était un remboursement pour leur négligence émotionnelle et financière. En sortant dans l'après-midi animé de Chicago, les 14 000 dollars sur mon compte ressemblaient moins à une richesse qu'à une preuve. J'ai trouvé un coin tranquille dans un café voisin, la chaleur d'une tasse un petit réconfort dans mes mains, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai navigué jusqu'au numéro du cabinet du chirurgien, mes doigts bougeant avec une nouvelle assurance. La douleur dans mon genou pulsait, une douleur sourde et familière. Cabinet du docteur Miller, répondit une voix joyeuse. Oui, dis-je, ma voix claire et forte. J'appelle pour programmer mon opération. Je m'appelle Eleanor Vance. La salle préopératoire était un monde de bleu pâle et de machines qui bipeinent. Une antichambre stérile où j'étais assise dans une fine blouse en papier, mes complexités humaines réduites à une série de chiffres sur un dossier. Un nœud froid de nervosité se serra dans mon estomac, une peur familière, mais en attendant, j'ai réalisé que c'était différent de la panique brute que j'avais ressentie après l'appel de mes parents. C'était une anxiété contenue, gérable, la peur de l'inconnu, de l'intervention elle-même, pas la terreur écrasante de l'abandon.
J'avais acheté cette solution, me suis-je rappelé, ma main se posant inconsciemment sur ma jambe. J'avais pourvu à mes propres soins. Cette prise de conscience a apporté une solitude étrange et tranquille, un sentiment de maîtrise de mon propre destin qui était à la fois terrifiant et profondément stimulant. Quand ils m'ont finalement emmené en salle d'opération, les lumières vives et concentrées m'ont semblé moins un interrogatoire qu'un projecteur sur un nouveau départ. Ma dernière pensée consciente avant que l'anesthésie ne m'emporte n'était pas pour mes parents ou pour Michael, mais pour le filigrane complexe du collier de ma grand-mère, un adieu silencieux et final. Se réveiller en salle de réveil fut une lente et brumeuse remontée d'un vide profond et sans rêve. Ma première sensation fut une douleur sourde et lancinante dans mon genou, mais c'était un type de douleur différent de celui qui m'avait tourmenté pendant des mois. L'ancienne douleur avait été une présence irritante et dégénérative, un signe de déclin. Cette nouvelle douleur était vive, certes, mais elle semblait propre, intentionnelle. C'était la douleur de la guérison. Alors que le brouillard se dissipait, l'impact émotionnel a suivi. Une vague de soulagement si immense qu'elle ressemblait à une libération physique m'a submergée, et pour la première fois depuis 1 an, j'ai senti l'absence d'un poids plus lourd, invisible, que je n'avais même pas pleinement réalisé que je portais. C'était le poids de leur désapprobation, de mon propre sentiment d'inutilité et du stress constant et usant de ma santé qui se détériorait. Ce poids avait disparu, levé par un seul acte décisif et un virement de 14 000 $. Sarah a été une présence constante et chaleureuse dans les jours qui ont suivi, un rempart contre la solitude de la convalescence. Elle est arrivée à mon appartement armée de soupes maison, de magazines à potins et d'une patience joyeuse et sans jugement qui était plus curative que n'importe quel analgésique. Elle calait des oreillers, apportait des poches de glace et s'asseyait avec moi pendant des heures, son soutien inconditionnel une bouée de sauvetage. Alors, ce grand projet a finalement payé? A-t-elle demandé une fois, sa curiosité douce. J'ai esquivé avec une explication vague sur un bonus surprise en freelance, un mensonge qui avait un goût de cendre dans ma bouche, mais qui semblait être un bouclier nécessaire. La vérité de mon bonus était une vérité trop compliquée, trop brute et trop mienne pour être partagée, même avec elle. Ma convalescence a été régulière, une marche lente mais déterminée vers l'avant. Chaque petite victoire, un trajet jusqu'à la cuisine en béquille, la première flexion timide du genou guidée par le kinésithérapeute, l'abandon final de la lourde attelle, semblait monumental. À chaque pas, je sentais non seulement ma force physique revenir, mais aussi une nouvelle concentration résiliente s'aiguiser en moi. Je me reconstruisais, os et tendons, un mouvement douloureux et délibéré à la fois, sur des fondations que j'avais posées moi-même. L'appel que je savais, à un certain niveau inévitable, est arrivé un mardi soir, près de 3 semaines après mon opération, à un moment où je commençais tout juste à marcher sans l'aide d'une béquille. La voix de ma mère était une chose éraillée, inhabituelle, dépouillée de son sang-froid habituel et effilochée par une angoisse brute et paniquée qui a fait se dresser les fins poils de mes bras. « Eleanor, quelqu'un est entré dans la maison, on nous a cambriolés !» s'est-elle écriée, ces mots se bousculant dans une précipitation frénétique. Pendant un instant, un véritable sursaut d'alarme m'a traversée. Une vieille peur instinctive pour leur sécurité, avant que la froide réalité de la situation ne se réaffirme. Je suis restée silencieuse, une observatrice calme et froide du chaos que j'avais orchestré. Le coffre-fort est ouvert, le collier d'améthyste de ta grand-mère, celui que j'allais porter pour le mariage des Anderson. Il a disparu. En arrière-plan, je pouvais entendre la voix de mon père, un grondement bas et furieux, bien plus terrifiant que l'hystérie de ma mère. « Vérifie les timbres, Margaret! Mon Dieu, vérifie les timbres! » Il y eut un cliquetis,
le son du téléphone qu'on laisse tomber ou qu'on pose brutalement, et un moment de cri étouffé avant que ma mère ne revienne en ligne, sa voix maintenant un sanglot étranglé. Il est dans le bureau. Oh mon Dieu, Eleanor, ton père. Il dit que l'album des Zeppelins a disparu aussi. Dans leur panique, leur vraie priorité était mise à nu avec une honnêteté brutale et sans concession. Ma mère ne pleurait pas une connexion sentimentale à sa propre mère. Elle pleurait la perte d'un symbole de statut. Ce collier était pour la future femme de Michael. C'était lamenté, le pronom atterrissant comme un coup de marteau. C'était un héritage familial, un symbole de notre histoire qu'il était censé perpétuer. La valeur intrinsèque pour elle n'était pas dans le souvenir, mais dans son objectif futur désigné comme une offrande maritale pour l'enfant chéri. Le chagrin de mon père était encore plus transparent, sa voix perçant le bruit de fond avec une clarté furieuse. Cette collection était notre bas de laine. Elle valait une fortune. Une fortune. C'était l'héritage de Michael, sa sécurité. Les mots, destinés à ma mère, ont résonné directement dans mon oreille, un résumé parfait et accablant de leur vision du monde. Ce n'étaient pas des héritages chéris. C'étaient des actifs, des investissements mis de côté pour le seul enfant qui comptait. Mais alors, au milieu de la discussion frénétique sur les rapports de police et les déclarations d'assurance, le récit a commencé à changer. Mais rien d'autre n'a disparu, a dit ma mère, une note de profonde confusion s'insinuant dans sa voix. L'argenterie est là, la télévision, les montres de ton père, rien n'est cassé, aucune fenêtre forcée. Ça n'a aucun sens. Pourquoi un voleur ne prendrait-il que ces deux choses? Un lourd silence est tombé de leur côté de la ligne, un silence si profond que je pouvais presque entendre les rouages de la suspicion commencer à grincer. C'est mon père qui l'a rompu, sa voix n'étant plus tonitruante de rage, mais dangereusement basse, une pointe froide et aiguë d'horreur naissante. Margaret, qui savait ce qu'il y avait là-dedans? Qui savait exactement quoi prendre? Un autre temps de silence, puis la voix de ma mère, quand elle est revenue, était complètement transformée. La panique avait disparu, remplacée par une suspicion glaciale et terrifiante. Eleanor, dit-elle, son ton plat et accusateur. Tu... tu as toujours ta vieille clé de la maison, n'est-ce pas? La question tacite flottait dans l'air entre nous, épaisse et suffocante. En arrière-plan, j'ai entendu le murmure furieux et sifflant de mon père, un ordre à ma mère. Demande-lui pour son opération. Demande-lui où elle a eu l'argent. Ma mère a pris une inspiration brusque, et ses derniers mots n'étaient pas une question, mais un verdict. Eleanor, comment as-tu payé ton opération? Ils n'ont pas rappelé. Ils sont apparus, un front uni de rage contenue et de sang-froid fragile, à la porte de mon appartement le soir même. Ils ont utilisé leur propre clé, une violation claire de mon espace, une affirmation immédiate de leur autorité perçue. Ma mère est entrée la première, son visage un masque d'inquiétude forcée, tandis que mon père suivait, un homme semblable à un nuage d'orage, son silence une menace bien plus puissante que le bavardage anxieux de ma mère. J'étais dans le salon, en train de faire mes exercices de kinésithérapie prescrits, et je me suis levée lentement, délibérément, le léger boitement dans ma démarche un témoignage physique et silencieux de toute cette affaire. Nous étions dans le quartier, a commencé ma mère, sa voix un peu trop enjouée, ses yeux balayant mon appartement comme si elle cherchait des preuves. Nous voulions voir comment tu te remettais. Le mensonge était si transparent qu'il en était presque insultant. J'ai simplement fait un geste vers un fauteuil, mes propres mouvements mesurés et calmes, alors que je m'asseyais soigneusement sur le canapé, une forteresse de résolution tranquille. Pendant quelques moments angoissants, ma mère a comblé le silence de banalités inutiles sur ma convalescence. Tout cela pendant que mon père était assis droit comme un i,
ses mains agrippant les accoudoirs du fauteuil, ses jointures blanches d'une fureur qu'il luttait pour contenir. Finalement, la façade de ma mère s'est effondrée. Eleanor, nous te l'avons dit au téléphone. Quelque chose de terrible est arrivé. On nous a cambriolés. Elle a observé mon visage. Un faucon cherchant une lueur de culpabilité. Un signe révélateur de complicité. J'ai rencontré son regard avec une expression froide et impassible. C'est terrible, dis-je, ma voix égale. Avez-vous porté plainte à la police? La question, si pratique et détachée, sembla la déconcerter. Eh bien, oui, bien sûr, mais le problème, Eleanor, c'est que c'est si spécifique, a-t-elle insisté, se penchant légèrement en avant. Ils n'ont rien pris d'autre de valeur. Juste le collier et cet album de timbres spécifiques. Comment un cambrioleur ordinaire saurait-il ne prendre que ces choses? Comment connaîtrait-il le code du coffre-fort? Elle laissa les questions flotter dans l'air, lourdes et accusatrices. Je suis restée silencieuse. Mon sang-froid un mur blanc contre lequel ses soupçons se brisaient et se retiraient. Mon silence n'était pas un aveu, c'était un refus de participer à son récit. C'est ce calme troublant, cette absence absolue de la panique défensive qu'ils attendaient, qui a finalement fait craquer mon père. Arrêtons la comédie, Margaret, a-t-il lâché, sa voix un grognement bas et dangereux. Il a tourné toute son attention courroucée vers moi. N'est-ce pas une drôle de coïncidence, Eleanor? Que juste au moment où tu as besoin d'une somme d'argent importante, une somme que nous n'avons malheureusement pas pu fournir, les deux actifs les plus précieux et les plus facilement transportables que nous possédons disparaissent tout simplement? Il s'est alors levé, arpentant le petit espace devant moi, sa présence dominant la pièce, dégageant une colère palpable et menaçante. Alors arrêtons de jouer à ces jeux. Je vais te poser la question une dernière fois, et j'attends une réponse franche. Où as-tu trouvé l'argent pour ton opération? Il s'est arrêté juste devant moi, son ombre tombant sur moi, son visage un masque de fureur froide. L'air crépitait de non-dits, des années de ressentiment, de la vérité profonde et laide du déséquilibre de notre famille. Lui, ma mère, la pièce elle-même, tout semblait retenir son souffle, attendant ma défense, mon déni, mes aveux. J'ai simplement levé les yeux vers lui, mon expression inchangée, et j'ai soutenu son regard. Je n'ai rien dit. J'ai laissé l'accusation, dans toute sa laideur, flotter dans l'air entre nous, un monument de leur propre création. Ils n'ont pas rappelé. Ils sont apparus. Un front uni de rage contenue et de sang-froid fragile, à la porte de mon appartement le soir même. Ils ont utilisé leur propre clé, une violation claire de mon espace, une affirmation immédiate de leur autorité perçue. Ma mère est entrée la première, son visage un masque d'inquiétude forcée, tandis que mon père suivait. Un homme semblable à un nuage d'orage, son silence une menace bien plus puissante que le bavardage anxieux de ma mère. J'étais dans le salon, en train de faire mes exercices de kinésithérapie prescrits, et je me suis levée lentement, délibérément, le léger boitement dans ma démarche, un témoignage physique et silencieux de toute cette affaire. Nous étions dans le quartier, a commencé ma mère, sa voix un peu trop enjouée, ses yeux balayant mon appartement comme si elle cherchait des preuves. Nous voulions voir comment tu te remettais. Le mensonge était si transparent qu'il en était presque insultant. J'ai simplement fait un geste vers un fauteuil, mes propres mouvements mesurés et calmes, alors que je m'asseyais soigneusement sur le canapé, une forteresse de résolution tranquille. Pendant quelques moments angoissants, ma mère a comblé le silence de banalités inutiles sur ma convalescence. Tout cela pendant que mon père était assis droit comme un i, ses mains agrippant les accoudoirs du fauteuil, ses jointures blanches d'une fureur qu'il luttait pour contenir. Finalement, la façade de ma mère s'est effondrée. Eleanor, nous te l'avons dit au téléphone. Quelque chose de terrible est arrivé.
On nous a cambriolés. Elle a observé mon visage, un faucon cherchant une lueur de culpabilité, un signe révélateur de complicité. J'ai rencontré son regard avec une expression froide et impassible. C'est terrible, dis-je, ma voix égale. Avez-vous porté plainte à la police? La question, si pratique et détachée, sembla la déconcerter. Eh bien, oui, bien sûr, mais le problème, Eleanor, c'est que c'est si spécifique, a-t-elle insisté, se penchant légèrement en avant. Ils n'ont rien pris d'autre de valeur, juste le collier et cet album de timbres spécifiques. Comment un cambrioleur ordinaire saurait-il ne prendre que ces choses? Comment connaîtrait-il le code du coffre-fort? Elle laissa les questions flotter dans l'air, lourdes et accusatrices. Je suis restée silencieuse, mon sang-froid un mur blanc contre lequel ses soupçons se brisaient et se retiraient. Mon silence n'était pas un aveu, c'était un refus de participer à son récit. C'est ce calme troublant, cette absence absolue de la panique défensive qu'ils attendaient, qui a finalement fait craquer mon père. Arrêtons la comédie, Margaret, a-t-il lâché, sa voix un grognement bas et dangereux. Il a tourné toute son attention courroucée vers moi. N'est-ce pas une drôle de coïncidence, Eleanor? Que juste au moment où tu as besoin d'une somme d'argent importante, une somme que nous n'avons malheureusement pas pu fournir, les deux actifs les plus précieux et les plus facilement transportables que nous possédons disparaissent tout simplement? Il s'est alors levé, arpentant le petit espace devant moi, sa présence dominant la pièce, dégageant une colère palpable et menaçante. Alors arrêtons de jouer à ces jeux. Je vais te poser la question une dernière fois, et j'attends une réponse franche. Où as-tu trouvé l'argent pour ton opération? Il s'est arrêté juste devant moi, son ombre tombant sur moi, son visage un masque de fureur froide. L'air crépitait de non-dits, des années de ressentiment, de la vérité profonde et laide du déséquilibre de notre famille. Lui, ma mère, la pièce elle-même, tout semblait retenir son souffle, attendant ma défense, mon déni, mes aveux. J'ai simplement levé les yeux vers lui, mon expression inchangée, et j'ai soutenu son regard. Je n'ai rien dit. J'ai laissé l'accusation, dans toute sa laideur, flotter dans l'air entre nous, un monument de leur propre création. Le silence dans la pièce s'étira, tendu et vibrant de la fureur inexprimée de mon père, mais pour la première fois de ma vie, je ne ressentis aucune peur en sa présence, seulement une pitié profonde et lasse. Je regardais son visage, un masque de rage apoplectique, puis celui de ma mère, qui était une toile de suspicion horrifiée, et je rompis enfin l'immobilité. Ma voix, quand elle vint, n'était ni tremblante ni apologétique, mais aussi froide et précise que le scalpel d'un chirurgien. Je ne les ai pas volés, déclarai-je, les mots tombant comme des pierres dans le bassin tranquille de leur colère. J'ai liquidé un actif pour couvrir une dépense médicale critique et non financée. Ma mère laissa échapper un petit hoquet étranglé, sa main se posant sur sa poitrine comme si je l'avais physiquement frappée. Comment as-tu pu? Murmura-t-elle, les mots tremblants d'incrédulité. Eleanor, le collier de ta grand-mère. La réaction de mon père fut un sifflement bas et incrédule. Tu les as vendus? Tu as vendu ma propriété? L'héritage de Michael? Il fit un pas en avant, tout son corps dégageant une aura menaçante, mais je ne bronchai pas. Je soutins son regard, ma propre résolution une forteresse nouvelle et infranchissable. Oui, dis-je, ma voix gagnant en force à chaque mot de vérité que je lâchais. J'ai vendu le collier. Je n'ai pas eu besoin de vendre les timbres. Le collier seul a couvert le coût. J'avais besoin de 9 000 $ pour une opération non optionnelle, une procédure requise pour que je puisse marcher sans douleur, garder mon emploi, vivre une vie fonctionnelle. Je suis venue à vous,
Mes parents, dans un moment de désespoir et de vulnérabilité sincère, et vous, qui veniez de dépenser 120 000 pour le MBA de Michael sans une seconde de réflexion, vous m'avez dit de trouver une solution. Alors, je l'ai fait. Le choc sur leur visage commença à se transformer en pure indignation, mais je continuais, les mots un torrent d'années de douleur refoulée se libérant enfin. Il ne s'agissait jamais d'un seul non. Il s'agissait d'une vie entière de non. Il s'agissait de la réparation de voiture de 1 800 $ pour laquelle j'ai supplié un prêt, pendant que Michael recevait un nouveau cabriolet pour son anniversaire. Il s'agissait du billet d'avion de 1 500 $ pour un stage non rémunéré qui aurait pu lancer ma carrière, une demande que vous avez rejetée comme étant formatrice pour le caractère, pendant que vous financiez la tournée culturelle de 6 mois de Michael en Asie. Il s'agissait de chacune de mes réussites qui a été accueillie avec une indifférence polie, tandis que chaque accomplissement mineur du sien était célébré comme une fête nationale. Je me suis alors levée, mon genou fraîchement réparé, supportant mon poids, stable et fort. Et ces héritages? Soyons honnêtes sur ce qu'ils étaient vraiment. Ils n'ont jamais été des symboles d'héritage familial. Ils étaient des symboles de l'héritage de Michael. C'étaient des accessoires que vous utilisiez pour lui, montrer sa valeur, sa place, son héritage. Pour moi, il n'était qu'un autre rappel de mon propre manque de valeur dans cette famille. Tu viens de le dire toi-même, papa. L'héritage de Michael. Tu l'as dit au téléphone, maman. C'était pour la future femme de Michael. Ce n'étaient jamais des héritages, c'étaient des actifs, un bas de laine. C'est vous qui m'avez appris ça. Vous m'avez appris leur valeur monétaire, pas leur valeur sentimentale. Alors j'ai fait un choix. J'ai décidé que ma capacité à marcher, ma santé, mon présent, était un investissement plus digne qu'un collier pour l'hypothétique future femme de Michael. J'ai pris l'un des actifs que vous aviez mentalement et verbalement alloué à son avenir, et je l'ai investi dans ma survie. Vous vouliez que je sois autonome? Félicitations. Votre vœu est enfin exaucé. La retraite de mes parents de mon appartement n'a pas été une fin, mais la salve d'ouverture d'une guerre d'un autre genre, menée non pas par confrontation directe, mais avec les armes insidieuses des ragots de famille et des récits arrangés. Le premier coup a été tiré 2 jours plus tard, non pas d'eux directement, mais de ma tante Carol, la sœur de ma mère, et le baromètre émotionnel de la famille, une femme dont l'opinion avait un poids significatif parmi nos proches. Sa voix, quand elle a appelé, était épaisse, d'une indignation empruntée, une trahison de seconde main qui lui avait été soigneusement servie. Eleanor, ta mère est anéantie. Elle est totalement dévastée. Comment as-tu pu? Les volets, le collier de ta propre grand-mère, une pièce inestimable de notre histoire. Elle ne m'a pas laissé le temps de parler, se lançant dans une tirade sur la loyauté, le respect et le caractère sacré des héritages familiaux, un discours que j'étais certaine que ma mère avait répété avec elle. Je l'ai laissé finir, écoutant l'écho du statut de victime fabriqué par mes parents. Puis, avec la même délibération tranquille que j'avais utilisée avec eux, j'ai commencé à démanteler leur récit, non pas avec colère, mais avec l'acier froid et dur des faits vérifiables. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement présenté la chronologie, celle que Sarah m'avait encouragée à documenter méticuleusement des semaines auparavant, un simple registre de dates et de dollars qui mettait la disparité à nu. Ont-ils mentionné, ai-je demandé calmement, qu'avant que je ne vende quoi que ce soit, je suis venue leur demander de l'aide pour une opération de 9 000 $ qui était médicalement nécessaire pour que je puisse marcher sans douleur et continuer ma carrière? Vous ont-ils dit qu'ils avaient refusé, citant les récentes dépenses de Michael? Je lui ai tout exposé, le calcul brutal et simple de leur amour, le MBA à 120 000 $ de Michael, un investissement célébré et financé sans un moment d'hésitation, contre ma facture médicale de 9 000 $, rejetée comme un inconvénient que je devais régler par moi-même.
J'ai terminé par une question simple et calme. Tante Carole, si tu souffrais d'une douleur invalidante et que tes parents avaient les moyens de t'aider, mais te le refusaient en faveur de l'éducation facultative de ton frère, qu'aurais-tu fait? Le silence à l'autre bout du fil était profond, un gouffre de prise de conscience naissante. L'indignation vertueuse dans sa voix avait disparu, remplacée par une compréhension stupéfaite et horrifiée. Cette seule conversation a été la fissure dans le barrage. Tante Carol, une femme qui, malgré son amour du drame, valorisait l'équité fondamentale par-dessus tout, est devenue un canal improbable et involontaire pour la vérité. L'histoire, ma version, a commencé à circuler dans le réseau soudé des cousins, oncles et tantes. Le récit que mes parents avaient tenté de tisser, celui d'une fille ingrate, instable et voleuse, était trop fragile, trop criblé d'omissions commodes pour tenir face à la vérité crue et vérifiable de leur favoritisme flagrant. Mon oncle Robert, le frère cadet et plus posé de mon père, a appelé ensuite, sa voix basse et pleine de regrets. Ellie, ton père m'a appelé, mais il a omis quelques détails clés. Je n'en avais aucune idée. Ce qu'ils ont fait, c'est indéfendable. Ma cousine Jenny a envoyé un simple texto. Team Eleanor. Toujours. La campagne pour me discréditer et m'isoler avait spectaculairement échoué. Dans leur tentative désespérée de me peindre comme un monstre, ils n'avaient réussi qu'à mettre en lumière leurs propres choix monstrueux, forçant toute la famille à voir la fondation laide et déséquilibrée sur laquelle notre dynamique avait été construite pendant 30 ans. Ils avaient eu l'intention de faire de moi une paria. Au lieu de cela, ils avaient fait de moi une survivante avec des témoins, et ce faisant, s'étaient involontairement isolés eux-mêmes. Il était inévitable que Michael soit envoyé comme l'ultime émissaire, l'équipe de nettoyage dépêchée pour gérer le gâchis que ses parents avaient créé. Il est arrivé à ma porte un samedi après-midi, non pas avec la fureur ouverte de notre père ou les larmes théâtrales de notre mère, mais avec l'air las et suffisant d'un ambassadeur envoyé pour raisonner une province rebelle. Il portait une offrande de paix sous forme de café coûteux et arborait un regard de condescendance peinée, comme si mes actions étaient un inconvénient personnel qu'il était maintenant obligé de gérer. « Eleanor, ça a été beaucoup trop loin, » a-t-il commencé, omettant toute véritable salutation alors qu'il posait le café sur mon comptoir. « Maman et papa sont anéantis. Tu as vendu le collier de grand-mère. C'est incroyable. Quel que soit le point que tu essayais de faire valoir, tu l'as fait, mais ça les détruit. Tu dois arranger ça. » Ils répétaient leurs répliques, parlant d'après le scénario de leur victimisation, et je les laissais finir, mon silence contrastant vivement avec son agitation. J'ai vu alors qu'il ne comprenait pas vraiment. Il ne le pouvait pas. Toute sa vie avait été une glissade sans friction, son chemin pavé d'une monnaie d'approbation parentale et de soutien financier qu'il n'avait jamais eu à remettre en question. Ma confrontation avec lui n'est pas née de la méchanceté ou d'un désir de le blesser, mais d'un besoin désespéré et final qu'il voit simplement le système qu'il avait élevé en m'écrasant. « Arranger ça ?» ai-je répété, ma voix calme mais inflexible. « Il n'y a rien à arranger, Michael. Il n'y a que ce qui s'est passé, et tu ne sais même pas ce que c'est. » Je lui ai alors tout exposé, non pas avec colère, mais avec la clarté dépassionnée d'un rapport final. Je n'ai pas fait ça pour faire valoir un point. Je l'ai fait pour survivre. J'avais besoin d'une opération de 9 000 $. J'ai supplié maman et papa de m'aider, et ils ont refusé. Ils m'ont dit qu'ils étaient trop engagés financièrement envers toi. J'ai observé son visage. J'ai vu la lueur de confusion, la première fissure dans sa certitude polie. As-tu la moindre idée de ce que c'est, Michael, de voir ton ambition, chacun de tes pas, financé et célébré,
tandis que les miens sont rejetés? L'argent qu'ils ont dépensé pour ton MBA, sans une seule question, aurait payé mon opération 13 fois. Le cabriolet qu'ils t'ont acheté pour ton diplôme aurait couvert la réparation de voiture que j'ai dû mettre sur une carte de crédit 10 fois. Pour chaque oui que tu as reçu, il y a eu un non correspondant pour moi, une leçon sur l'autonomie que tu n'as jamais eu à entendre. Il a commencé à formuler une défense, une faible protestation sur le fait que sa carrière était un investissement familial, mais je l'ai interrompu avec le seul détail que je savais capable de percer son armure de privilégié. Le code du coffre-fort, Michael. Celui que j'ai utilisé pour prendre le collier. C'était ton anniversaire et ton année de diplôme de Princeton. Les deux plus beaux jours de ma vie, c'est comme ça que papa les a appelés. J'ai vu l'impact des mots atterrir, un coup visible, physique. Son visage est devenu pâle, la confiance de sa mâchoire s'est relâchée, alors que le véritable poids symbolique de ce détail s'abattait sur lui. Il s'est affalé dans le fauteuil que mon père avait occupé, n'étant plus un ambassadeur, mais juste un homme face à une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Mon... mon anniversaire? Balbutia-t-il, toute combativité ayant quitté ses yeux, remplacée par une compréhension naissante et horrifiée. Il le voyait enfin, le bénéfice passif, à vie, qu'il avait tiré d'un déséquilibre si profond qu'il était, littéralement encodé dans la serrure censée protéger l'héritage de notre famille. Il n'était pas seulement un bénéficiaire, son existence même était la combinaison. Il est parti 20 minutes plus tard, le café coûteux intact sur mon comptoir, non pas avec une solution ou des excuses, mais avec le regard brisé d'un homme qui avait été forcé de se regarder dans un miroir pour la toute première fois et ne reconnaissait pas la personne qui lui faisait face. Les semaines qui ont suivi la visite de Michael ont été définies par un silence profond et assourdissant de la part de mes parents. Un vide bien plus révélateur que n'importe quel appel téléphonique en colère. Le rythme familier des appels hebdomadaires de ma mère et des textos occasionnels et superficiels de mon père a complètement cessé. Il m'avait excommunié, me chassant de l'orbite familiale, et ce faisant, m'avait donné la seule chose dont je ne savais pas que j'avais désespérément besoin, la liberté. Le coût émotionnel était indéniablement élevé. Il y avait une douleur fantôme là où se trouvait autrefois l'espoir de leur approbation, un chagrin étrange et creux pour les parents que j'aurais aimé avoir, pas ceux que j'avais. Pourtant, cette tristesse était éclipsée par un sentiment de libération écrasant et exaltant. C'était la sensation de se débarrasser enfin d'un manteau lourd et suffocant, de respirer un air pur et frais après une vie passée dans une pièce scellée et sans air. Je suis restée ferme dans ma décision, ma résolution se durcissant non pas en amertume, mais en une certitude tranquille et inébranlable. J'avais fait ce qui était nécessaire. Après 1 mois de cette guerre froide, j'ai décidé de rédiger les termes de la nouvelle paix, ou du moins les termes de l'armistice. Je les ai appelés, et à ma surprise, mon père a répondu. Je n'ai pas attendu qu'il parle. Je n'appelle pas pour m'excuser, ai-je dit. Ma voix calme et stable, dépourvue du tremblement suppliant qui avait défini notre dernière conversation. J'appelle pour être clair, afin qu'il n'y ait plus de malentendus. Ce que j'ai fait n'était pas un acte de malveillance. C'était un acte de survie. Vous ne m'avez laissé aucun autre choix. Ma santé, ma capacité à marcher, ma carrière. Ces choses étaient en jeu, et quand je suis venue vous demander de l'aide, vous avez fait le choix clair de valoriser l'éducation facultative de Michael plutôt que mon bien-être essentiel. Vous m'avez appris, à ce moment-là et dans d'innombrables moments auparavant, que ma valeur dans cette famille est conditionnelle. Je ne suis plus disposée à vivre selon ces conditions. De sont. Je pouvais entendre ma mère prendre une extension, sa vive inspiration, un prélude à une dispute que je n'allais pas avoir. À partir de maintenant, ai-je continué,
m'adressant à eux deux. Notre relation, s'il doit y en avoir une, est irrévocablement changée. Vous ne viendrez plus chez moi à l'improviste. Vous n'utiliserez plus les besoins de Michael comme justification pour négliger les miens. Vous ne me traiterez plus comme une préoccupation secondaire. Je suis votre fille, mais je suis aussi une adulte qui a maintenant, de par votre propre conception, appris à subvenir à ses besoins de la manière la plus absolue. Ma valeur n'est pas liée à votre approbation, et elle n'est certainement pas représentée par des possessions matérielles que vous brandissez comme des récompenses. J'ai pris ce dont j'avais besoin pour vivre, sur un compte que vous-même avez désigné comme des actifs familiaux. Je suis simplement la partie de la famille dont vous avez choisi d'oublier qu'elle avait besoin d'un retrait. C'est la nouvelle réalité. Vous pouvez choisir de l'accepter ou non, mais l'ancienne est terminée. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai mis fin à l'appel, le clic final et définitif résonnant dans le calme de mon appartement. Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était pas un vide, c'était la paix, une paix chèrement acquise, coûteuse et totalement libératrice. 2 ans passèrent, une période de reconstruction tranquille et régulière au cours de laquelle j'ai bâti une vie sur des fondations qui étaient entièrement les miennes. La grande réouverture du manoir de Hawthorne fut un succès retentissant, un triomphe célébré de la préservation historique qui a solidifié ma réputation professionnelle et apporté une satisfaction profonde et discrète, totalement détachée de l'approbation de quiconque, sauf la mienne. Ma carrière a prospéré, non pas avec l'énergie frénétique de quelqu'un qui essaie de prouver sa valeur, mais avec la confiance calme de quelqu'un qui la connaît simplement. Le silence de mes parents s'était finalement rompu, non pas avec un grand bruit, mais avec un gémissement. Un appel téléphonique timide et maladroit pour mon anniversaire, une carte de Noël guindée. Notre relation existe maintenant dans cet espace liminal, distante, mais pas entièrement rompue. Nos conversations sont brèves, civiles et menées entièrement selon mes termes, libres des anciennes dynamiques toxiques de supplication et de rejet. Le pouvoir a changé, non pas parce que je l'exerce sur eux, mais parce que je ne leur en accorde plus aucun sur moi. Le changement le plus profond, cependant, est venu de Michael. Il m'a appelé quelques mois après avoir terminé son MBA, sa voix dépouillée de son arrogance désinvolte habituelle. Il s'est excusé, des excuses sincères, maladroites et venant du cœur, qui reconnaissaient la profondeur de son aveuglement et la facilité imméritée de sa vie comparée à la mienne. Je ne l'ai jamais vue, elle, avait-il dit, sa voix épaisse d'une honte qui semblait authentique. Je ne faisais que flotter au gré d'un courant qui te tirait vers le fond. Je suis tellement désolée. Notre relation est nouvelle maintenant, lentement reconstruite sur le territoire étranger du respect mutuel et d'une honnêteté partagée et douloureuse. Il me voit, enfin, non pas comme sa grande sœur dramatique, mais comme une égale. Sur ma petite table à manger, dans un simple vase en verre, se trouve un bouquet de jacinthes violettes. Ce n'est un cadeau de personne. Je les ai achetées pour moi-même. Elles sont une reconnaissance silencieuse de la nature complexe et entrelacée du chagrin et du pardon. Le chagrin pour la famille que j'aurais aimé avoir, et un pardon privé, personnel, non pas pour leurs actions, mais pour moi-même, pour avoir enfin lâché prise sur la colère. Les 14 000 $ du collier m'avaient acheté un genou réparé, mais l'acte lui-même avait racheté mon âme. J'avais trouvé ma vraie valeur, non pas enfermée dans un coffre-fort ou suspendue à un présentoir de velours, mais dans la résilience tranquille de mon propre esprit. Je regarde l'avenir avec force et une confiance sereine, une femme qui a payé pour sa propre survie et gagné sa propre paix.